Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau film culte. Le principe est simple, on revient sur un film qui n'est pas forcément connu des générations actuelles et qui pourtant aura marqué le cinéma. Cette fois-ci, je vous emmène en Inde avec un film qui sera très important pour moi, à savoir La Cité de la Joie. L'histoire du film est celle de Max Lowe, un jeune riche chirurgien de l'hôpital de Houston, doit se rendre à l'évidence. La petite fille qui vient d'opérer est morte. À Calcutta, où il débarque en toute innocence, il commence par ressentir douloureusement le décalage entre son opulence et la misère omniprésente. Tout comme Slumdog Millionnaire en 2008, le film La Cité de la Joie est une question d'éthique. Filmer la pauvreté semble hypocrite aux yeux du monde et également aussi des habitants locaux. La représentation de la pauvreté sur grand écran peut facilement faire polémique. Pourtant, l'auteur du roman a quelques millions d'exemplaires vendus, est là pour faire pencher la balance des critiques parfois injustes. Dominique Lapierre, que l'on connaît pour avoir écrit Paris brûle-t-il, ou encore Le Cinquième Cavalier en 1980, s'est vraiment plongé de façon brutale au sein même de Calcutta. Il décide même de venir en aide aux enfants lépreux et aux habitants atteints de tuberculose, d'où son association qu'il fonde en 1982. Retour en Inde, c'est là qu'il découvre avec sa femme le fameux bidonville ou slum dans le jargon. Ce slum au doux nom de Anand-Nagar, la Cité de la Joie. Il y découvre un infirmier suisse, Gaston Grandjean, surnommé par les habitants le grand frère blanc, ou plus communément appelé Daha. Dominique Lapierre est déjà transporté et sympathise même avec l'infirmier. Mais le sujet est bien plus vaste puisque se côtoient dans ce bidonville hindous, musulmans, chrétiens, bouddhistes qui ont tous une chose en commun, survivre. Il accoucha d'un livre en 1985 du même nom que le film dont on va parler. Son but est clair, atténuer concrètement les injustices, à défaut de les éliminer. La Cité de la Joie est traduite par moins de 30 langues et sera adaptée au cinéma dont le tournage ne sera pas sans accroc. Le titre, comme l'évoque l'auteur, est assez paradoxal puisque finalement un bidonville c'est comme l'enfer sur Terre. La taille de 2 terrains de foot où se côtoient 75 000 personnes, où l'espérance de vie n'atteint pas les 40 ans. Une seule fontaine d'eau, pour vous indiquer quand même les conditions de vie. Pourtant, ce qui fascina Dominique Lapierre, c'est la volonté de survivre pour ses habitants. Et aussi la capacité de partager, d'aimer, d'espérer, de croire. Vraiment, les conditions de vie sont infra-humaines dans ce quartier de Calcutta. Il faut savoir que Calcutta est une ville de 12 millions d'habitants où il y a plus de 3000 bidonvilles. Eh bien, dans ce bidonville, au lieu de trouver la désespérance, j'ai trouvé une extraordinaire volonté de survie, une capacité de partager, d'aimer, d'espérer, de croire tellement extraordinaire qu'un jour j'ai décidé de raconter l'épopée de survie de ces habitants qui n'ont même pas 50 centimes français pour survivre chaque jour et qui pourtant ont plus de sourire, plus de joie que je n'en verrai jamais dans les riches villes de notre Occident. Et je suis resté 2 années dans ce bidonville pour rassembler la plus fantastique enquête de mon existence, pour raconter comment des êtres arrivaient à vaincre toutes les adversités, pour rester debout, pour sourire et pour être vraiment des modèles d'humanité, des modèles de dignité. Dominique Lapierre décrira ses habitants de modèles d'humanité et de dignité. Maintenant que nous avons la jeunesse du livre, voire presque du scénario, il en faut peu pour Hollywood pour s'y intéresser. Les thématiques qui sont fortes, les personnages puissants, un dépaysement total. Pour un réalisateur, c'est un véritable défi, mais aussi une opportunité pour faire ressentir à l'image l'ambiance particulière et la générosité de l'Inde. C'est Roland Joffé qui est choisi pour endosser le rôle, réalisateur britannique qui a déjà connu des lieux de tournage à risque, en Amérique du Sud par exemple, pour avoir dirigé
le tournage de Mission avec Robert De Niro et Jeremy Irons en 86. Mais ce n'est pas uniquement pour cela qu'il est choisi. Non, puisque le réalisateur est bien connu, voire même spécialiste dans le spectacle de grande cause. La déchirure qu'il présentera au public en 85 dénonçait la répression cambodgienne par les Khmers rouges. Mission parfaite de la domination espagnole et portugaise sur les terres des Indiens Guarani. Et sa filmographie continuera sur cette même lancée, jusqu'à son dernier film sorti à ce jour, Forgiven, sorti en 2019, qui évoquera la fin de l'apartheid. La Cité de la Joie fait sens chez ce faiseur de films, l'homme presque idéal pour ce projet. Le tournage débute le 9 février 1991, à l'endroit même où vivent les personnages du livre, en plein milieu de Calcutta. Un bidonville a dû être reconstitué et immédiatement barricadé afin que les gens ne s'y installent pas. De nombreuses scènes ont été tournées dans les rues de la ville, provoquant embouteillage et attroupement. Le film s'est rapidement attiré les foudres des politiciens locaux et certains cinéastes bengalis. En effet, le Parti communiste fera campagne de dénigrement contre l'entreprise venant d'Hollywood, en engageant des manifestants au point de bloquer les hôtels où se trouvait l'équipe du film et les acteurs. Les pancartes affichaient « Hollywood vient filmer notre pauvreté ». Alors des passages entiers du scénario sont volés et même publiés dans la presse, des bombes artisanales lancées sur le lieu de tournage, des rouleaux de pellicules impressionnés sont retenus aux douanes, le coproducteur a même dû passer plusieurs fois devant les tribunaux pour des motifs mineurs. Après ces péripéties de tournage, pourquoi ce film est aussi culte pour moi ? En plus d'être une œuvre humaniste littéraire. D'où vient cette force qui illustre ces lumières du monde? C'est là toute la question, et l'auteur qui lui se fera carrément adopter par les habitants, mélangeant les meilleurs moments d'une vie et les plus difficiles. Un ascenseur émotionnel dans cette cité de la joie. Déjà, commençons par son authenticité. Le tournage a bien lieu à Calcutta, Dominique Lapierre insista lourdement pour que le film soit tourné là-bas. Nous sommes donc sur des décors naturels. Cependant, avec les pressions politiques du pays, le réalisateur Roland Joffé recréera à l'identique le bidonville, mais barricadé afin de ne pas être embêté. Le but n'était pas d'enjoliver la ville, mais de montrer la façon la plus réaliste possible Calcutta, son ambiance, son atmosphère. Et pour cela, le film réussit son pari. Il faut savoir aussi que les compagnies d'assurance exigeaient la vaccination des chiens et des rats sur le tournage, car en plus d'avoir des décors en milieu naturel, l'implication des acteurs se porte à l'écran. Toutes les étoiles sont alignées pour faire un grand film. Un matériau de base solide avec une expérience humaine et véritable. Des acteurs impliqués comme Patrick Swayze, des habitants avec le cœur sur la main si la politique ne s'en mêle pas, un metteur en scène qui s'est pris de passion pour le livre, l'auteur grandement impliqué pour faire vivre à l'écran ce qu'il a vécu. Le film commence sur ce médecin Max Lowe interprété par Patrick Swayze. Son personnage Max fuit l'Amérique à la suite d'un décès qui le bouleversera. En une introduction, ce seront les seuls plans de l'Occident avec une couleur assez froide pour contraster avec l'Inde. Pour information, Patrick Swayze a voulu incarner le jeune médecin coûte que coûte, quitte à faire le film pour rien. Étant lui-même bouddhiste, le film lui parlait comme une évidence. On suit une famille qui souhaite vivre à Calcutta. Cependant, arriver en ville, c'est loin d'être un succès. Les plans insistent sur la surpopulation, la vitesse et la difficulté d'y vivre pour toute une famille. Le réalisateur voulait filmer une fourmilière et il y arrive très bien. Les plans sont réussis et c'est bien l'Inde qui est montrée avec ses habitants. Perdu, Asari, interprété par Om Puri, marchand d'un loyer dans une petite maison pour que sa famille puisse y vivre. Il va se faire arnaquer puisque cette maison appartient déjà à quelqu'un et malheureusement se font chasser. Max de son côté rencontre tous les clichés que l'on peut avoir sur l'Inde. Un roupie brandi et 20 gosses seront attroupés autour de vous. Des jeunes filles prostituées, même pas majeures, qui vous saouleront jusqu'à vous racketter. Lorsque Max se fait refaire le portrait, Asari vient en aide à l'homme blanc. Il est emmené à la Cité de la Joie où il rencontrera Joan Bethel, jouée par Pauline Collins. Dans le livre, le personnage de Pauline Collins est en réalité un homme, le père Lambert. C'est le réalisateur Roland Joffé qui souhaitait que ce personnage soit interprété par une femme. L'auteur du livre n'y voyait aucun inconvénient du moment que le message soit le même, à savoir le partage et l'amour pour l'humanité. Devenu fauché, Max se rend compte déjà d'une certaine détresse, mais déjà plein de générosité. Un monde à part où il s'est perdu. Asari obtient le métier d'homme-cheval, métier fréquent dans le pays, le taxi du coin. Fier d'avoir obtenu cette place, il s'entraîne dur pour être au top. Alors certes, Patrick Swayze et Pauline Collins sont les têtes d'affiche, mais Om Puri n'a pas à rougir du temps de présence à l'écran. Tout comme les habitants. L'acteur jouant un tireur de pouce-pouce n'avait jamais fait ce genre de choses avant. Il s'entraînait en bas de l'hôtel à 5h du matin afin d'être le plus crédible possible. Max reconnaît son agresseur qui est en plus le fils de l'employeur d'Asari. Bon, c'est vrai que c'est un gros hasard de retomber nez à nez avec celui qui lui a volé son portefeuille, médaille et compagnie. Encore plus fou de croiser par hasard Johan au moment où il course son agresseur. Après, ce sont des facilités que je peux comprendre et facilement
facilement pardonner, même si on perd parfois une certaine crédibilité. Une scène avec Johan demandera à notre héros en quoi il croit. En arrière-plan, on pourrait penser qu'il s'agit de religion, mais finalement, la question est beaucoup plus philosophique que ça. Max ne croit plus en rien, même en lui-même. Pourtant, son humanité est bien présente. Asari ne vit que pour faire marier ses enfants. Une coutume locale dans laquelle on insiste dès le début de l'histoire. Un habitant demande de l'aide car sa femme a besoin de soins pour un accouchement. Ancien médecin, Max se résout à les aider sans médicaments avec très peu de moyens. L'accouchement se fait dans une extrême douleur, mais réussit tout de même. Max avait perdu foi en lui lors du décès de la petite fille au début du film et un semblant de confiance s'installe. Un début de débat religieux entre Johan et Max semble créer un fossé. Elle est catholique et lui il est athée, avec un bagage en plus scientifique, pense qu'elle est juste là pour faire sa mère Teresa puissance 10. Ce qui semble ne pas être faux en soi. Coincé faute de passeport, Max décide d'aider 9 semaines le bidonville avec l'aide de Johan. Kamela, la fille d'Asari, s'est sentie enfin utile quand elle aida à l'accouchement. Max alors lui propose d'être son assistante. Par la suite, ils font la connaissance du propriétaire du bidonville. Il est comme le parrain de Calcutta. Max s'aperçoit que celui qui a volé ses papiers fait partie de cette mafia locale. Il s'agit même du fils du parrain. L'augmentation du loyer de la protection du bidonville semble inacceptable. Max installe son dispensaire ailleurs afin de résister à l'emprise du parrain local. Ce qui a tendance à énerver le fils du parrain qui tente un coup de pression sur Asari. En effet, celui-ci lui doit la reconnaissance éternelle étant donné qu'il lui a offert un travail. En termes de coup de pression, celui d'Asari est limite amical. Le fils du parrain qui se nomme Ashok Gata continue de menacer d'autres personnes, notamment Pumina qui aide le dispensaire. À l'aide d'un rasoir, il la marquera à vie sur son visage. Il lui fera le sourire de l'ange. Comme je le disais, une des grandes coutumes en Inde, c'est un père qui marie ses enfants avant de mourir. Le fait de mutiler le visage diminue fortement la possibilité d'y arriver. Je parlais de pression politique autour du film tout à l'heure, où certains manifestants pouvaient être payés et foutre le bordel pour quelques roupies. C'est mis en scène également dans le film. Ashok tente de créer une manifestation anti-lépreux violente pour montrer que les villageois ont besoin de sa protection. Johan indique qu'ils paieront la protection devant une telle violence. N'ayant plus la confiance du parrain, Asari perd son emploi de pousse-pousse. Les mots fuir, être spectateur ou s'engager n'ont jamais été aussi forts dans le long métrage. L'oppression gagne du terrain et Max est toujours dans le doute et devient agressif comme au début du film. Malheureux, constamment dans la fuite. Asari demande de l'aide à Max qui l'envoie balader. Impossible donc de nourrir sa famille et pour la première fois, le sourire s'éteint sur son visage. Max offre la possibilité d'Asari de retrouver un pouce-pouce qu'il doit retaper. Asari prend tout de même peur que la mafia lui reprenne. Asari retape un nouveau pouce-pouce. Cependant, il tousse beaucoup et semble ne pas prendre ses médicaments contre la tuberculose dont il est atteint. Le parrain meurt et son fils essaie de prendre le pouvoir. Asari se soulève pour empêcher cela et il est arrêté. Devant le tribunal, il gagne le droit d'exercer son métier contre Ashok, mais doit prendre une amende et ses amis lui donnent de l'argent pour la payer. La générosité quand on n'a rien est parfois incroyable, comme disait son auteur. L'arrivée de la mousson provoque la joie dans le village. La pluie est souvent synonyme de renaissance. Au même moment, cette fois-ci, c'est Max qui subit un coup de pression à l'hôtel. Il décide donc de s'installer au dispensaire, son véritable chez lui quelque part. Grâce à la mousson, Asari gagne un peu mieux sa vie et semble être heureux, mais parfois la mousson peut s'avérer être dangereux, comme un noir, lépreux ayant perdu ses jambes ou pour même les bébés. Max et les villageois s'aideront mutuellement dans cet enfer. Lors de la scène de la mousson, les compagnies d'assurance américaines étaient réticentes si certaines mesures n'étaient pas prises. Ils ont imposé que l'eau soit chlorée, l'eau devait vraiment passer par des filtres, et afin de rendre le tout réaliste, pour que l'eau soit noire, un peu polluée, ils ont déversé des barils de Coca-Cola. Le film part du rapport au père, entre admiration et détestation. Faire comme son père, lui qui est presque un héros face au fils. Quand on y repense, Max était spectateur de sa propre vie. Il faisait comme son père sans personnalité, en fuyant cette vie qui n'apportait rien, partir pour mieux se retrouver, mais surtout s'engager. Ashok fout encore un coup de pression à Max, Asari et ses enfants. Cependant, Asari ne se laisse pas faire au point de presque tuer Ashok. Ashok a tout de même poignardé Asari qui sera aidé au dispensaire. Asari semble être le nouveau Gandhi, un révolutionnaire qui redonne confiance au peuple. Asari finit par marier sa fille et fin. En termes de mise en scène, le film peut paraître un peu pauvre, j'en conviens. Si certains symboles sont cachés ici et là, l'oppression d'Asari avant qu'il ne se soulève, il est filmé souvent plus bas que terre, et ensuite est élevé au fur et à mesure afin d'être filmé comme une icône, le reste est assez linéaire. Mais en réalité, le film est plus porté par son histoire et son message. À sa sortie en salle en 1992, le film a connu un succès retentissant. En abordant le cinéma sans froisser ses lecteurs, il a aussi permis l'envoi d'un nouvel afflux de dons en Inde. Et Dominique Lapierre indiquera « Ce film fut sans doute l'un des plus difficiles à tourner de l'histoire du cinéma. » Filmer la pauvreté n'est pas chose simple et peut faire débat. Cependant, il y a un but à mener et celle de son auteur est simple et sera même efficace effaçant l'ardoise d'une quelconque hypocrisie. Panmi, une jeune fille de la Cité de la Joie, a dit un jour à l'auteur «
Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce sont ces mots qui sont repris par Asari à la fin du film. Et c'est pour cela que le film résonne en moi, comme un film culte que j'aime voir régulièrement. Il montre la générosité, l'espérance de l'humanité, malgré l'enfer autour de nous. Et en ces temps difficiles, je voulais partager justement ce film avec vous, vous faire voyager, et aussi vous montrer que le monde n'est pas tout le temps noir et vide de sens. Dominique Lapierre reversera la moitié de ses droits d'auteur aux associations qu'il a créées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.